Le Burkina Faso, un petit pays du Sahel, a soudainement fait vaciller un ordre économique que beaucoup croyaient immuable, en déclarant simplement: Si vous gagnez de l'argent sur notre sol, vous devez vivre avec nous. Ibrahim Traoré a transformé une réunion à Ouagadougou en un signal d'alarme pour les multinationales. Cette décision a forcé les flux de profit, longtemps dirigés vers l'extérieur, à revenir là où la richesse est réellement produite. Mais lorsque l'un des pays les plus pauvres ose réécrire les règles, Ibrahim Traoré ouvre-t-il un avenir différent pour l'Afrique, ou amorce-t-il un conflit économique encore plus vaste? Dans les minutes qui suivent, l'histoire dépasse largement une simple loi imposant la présence physique des entreprises au Burkina Faso. Elle éclaire la trajectoire d'un pays qui veut retenir une part plus juste de la valeur créée par l'or, les ressources et le travail de sa population. Le bénéfice le plus immédiat est clair. Les capitaux ne disparaissent plus vers des centres financiers éloignés. Ils commencent à s'ancrer dans les bureaux, chantiers, écoles et hôpitaux burkinabés. En parallèle, les enjeux se situent à une échelle beaucoup plus large. Si ce modèle fonctionne, il peut devenir un précédent pour d'autres nations africaines riches en ressources. S'il échoue, le Burkina Faso pourrait faire face à une baisse d'investissement, à des pressions extérieures et à des défis d'infrastructure. Le public découvre alors comment une loi peut déplacer l'équilibre du pouvoir économique entre l'Afrique et le reste du monde. Quelques mois après l'entrée en vigueur de la loi, une évolution frappante apparaît. Une hausse de 23% de la rétention du capital national, un chiffre modeste sur le papier, mais immense pour une économie émergente. En parallèle, plus de 3 milliards de dollars de revenus miniers annuels cessent d'être un flux sortant et deviennent un levier permettant à l'État de détenir jusqu'à 45% de chaque projet minier. Ce mini révélateur montre que le choix d'Ibrahim Traoré n'est pas simplement symbolique. Pendant des décennies, les ressources africaines, or, cobalt, pétrole, étaient extraites sur le continent, mais leur valeur finale était capturée ailleurs. Le Burkina Faso, comme beaucoup d'autres pays africains, recevait la plus petite part de la chaîne de valeur. Lorsque Traoré exige que toute entreprise réalisant plus de 5 milliards de FCFA établisse son siège dans le pays, il ne cherche pas à effrayer l'investissement, mais à mettre fin à l'absence. Absence de responsabilité, d'engagement et de présence réelle. Cette loi contraint les multinationales à participer à la vie économique et sociale du pays qu'elles exploitent. Le centre de gravité des décisions se déplace alors vers Ouagadougou, qui devient un point stratégique sur la carte des conseils d'administration internationaux. Pour comprendre les premiers impacts, deux scènes concrètes suffisent. D'abord, celle des travailleurs des mines, des chantiers, des bureaux en construction. La présence obligatoire des sièges pousse les entreprises à investir dans les infrastructures de base, créant de nombreux emplois locaux. Ensuite, les services périphériques, transport, logistique, commerce local, qui, autrefois simples zones de passage, deviennent des écosystèmes vivants grâce à la présence durable des équipes dirigeantes. Ces changements ne résolvent pas immédiatement les écarts sociaux ou les manques structurels, mais ils montrent comment une loi technique peut se traduire en emploi, en formation et en amélioration du quotidien pour une partie de la population. La proximité du lieu de décision augmente mécaniquement la responsabilité envers ceux qui en subissent les effets. Déclenchement. L'annonce de la loi obligeant les entreprises dépassant 5 milliards de FCFA à s'implanter localement. Immédiatement, les multinationales réévaluent leurs coûts, leur stratégie et leur présence au Burkina Faso. Point culminant. Deux réactions émergent. Certaines entreprises menacent de se retirer, invoquant une perte de flexibilité. D'autres y voient l'opportunité d'une relation plus stable avec le pays, réduisant leurs coûts logistiques
et gagnant en légitimité. Réplique. L'État utilise la nouvelle marge budgétaire pour accélérer routes, écoles, réseaux électriques, mais de nouveaux défis apparaissent, manque d'ingénieurs, d'électricité, de routes adaptées au rythme des investissements. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré devient non seulement le signataire d'une loi, mais le pivot d'un pari national. Transformer une économie extractive en une économie négociée, puis le 23% de rétention du capital national en un trimestre, un signe direct d'une meilleure circulation interne des richesses. 3 milliards de dollars annuels issus du secteur minier, un socle financier majeur désormais mieux contrôlé par l'État. Jusqu'à 45% de participation étatique dans chaque projet minier, un changement structurel dans la gouvernance des ressources. Ces chiffres transforment le pays en acteur et non plus simple bénéficiaire des investissements. Ils permettent aussi de financer des constructions, des écoles et des services essentiels. Indirectement, ils génèrent des milliers d'emplois dans la construction, la logistique, l'éducation et les services liés à l'implantation locale des entreprises. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais des signaux tangibles montrant que la réforme produit des effets mesurables. Les partisans voient dans ce modèle une tentative légitime de récupérer une part de la valeur captée ailleurs. Exiger une présence physique permet une transparence accrue et un engagement réel auprès des communautés. Les critiques y voient un risque majeur, la fuite potentielle des investisseurs, la hausse des coûts pour les entreprises et une pression trop forte sur un pays qui manque encore d'infrastructures. La réalité, selon les données fournies, se situe entre les deux. Certaines entreprises hésitent, mais d'autres renforcent leur présence, investissent dans des bureaux, l'énergie, les routes et la formation. Le débat révèle que la question centrale n'est pas seulement économique, mais liée à la responsabilité et à la présence. Le véritable tournant de cette histoire apparaît lorsque l'on cesse d'observer la loi comme un simple dispositif administratif et que l'on comprend ce qu'elle change dans les mentalités. La souveraineté économique ne naît pas d'un décret, mais du moment où les acteurs, États, entreprises, citoyens, commencent à ajuster leur comportement pour rendre cette souveraineté concrète. Ibrahim Traoré, en imposant la présence effective des multinationales, n'a pas seulement modifié un cadre juridique. Il a ouvert un débat sur la manière dont un pays peut reprendre possession de ses ressources et de son futur. Au départ, la plupart des entreprises ont perçu cette réforme comme une intrusion ou une contrainte excessive. Leur réaction instinctive a été la méfiance. Pourtant, à mesure que le pays a démontré sa volonté d'investir dans les infrastructures, l'éducation et les services, une partie du secteur privé a réévalué sa position. Le Midpoint Reveal tient dans ce basculement. La loi commence à produire un changement culturel. Les entreprises comprennent qu'une implantation durable peut réduire leurs coûts logistiques, améliorer leurs relations avec les communautés et même renforcer leur crédibilité internationale. Les citoyens, eux, voient que la valeur produite localement ne disparaît plus entièrement vers l'extérieur. Ce point médian n'est pas une simple étape. C'est le moment où le Burkina Faso réalise que son capital le plus précieux n'est pas seulement minier ou financier, mais psychologique. La conviction qu'un autre modèle est possible lorsqu'on exige que le centre de décision soit proche du terrain. Les effets de la réforme se manifestent différemment selon les groupes, mais tous, d'une manière ou d'une autre, se trouvent engagés dans une transformation profonde. L'augmentation de la rétention de capital, combinée au nouveau rôle d'actionnaire jusqu'à 45%, renforce la capacité d'investissement public. Cela permet de lancer des projets qui, auparavant,
restait à l'état de promesse faute de moyens, routes, réseaux électriques, infrastructures sociales. Toutefois, cette nouvelle puissance est fragile. Elle exige une capacité administrative renforcée, une planification plus robuste et une gouvernance plus rigoureuse. L'État doit prouver qu'il peut transformer l'argent retenu en projets tangibles, visibles et utiles. Elles doivent désormais repenser entièrement leur présence, logistique, coûts opérationnels, relations avec les communautés, implication des dirigeants. La réforme réduit leur possibilité de gérer les opérations depuis des métropoles lointaines et oblige un engagement personnel de leurs cadres. Cette contrainte peut être coûteuse, mais elle ouvre aussi la porte à des synergies. Proximité avec les ressources, impact positif sur la réputation et meilleure compréhension des réalités locales. Les bénéfices se font sentir dans l'emploi, la formation et l'élévation des compétences. Les jeunes en particulier accèdent à des opportunités qui n'existaient pas. Techniciens, superviseurs, logisticiens, formateurs. Cependant, l'accès à ces opportunités reste inégal selon les régions et les milieux sociaux. L'enjeu pour le pays est de faire en sorte que les fruits de la réforme ne restent pas concentrés dans les grandes villes. Le modèle burkinabé agit comme un test grandeur nature. Plusieurs pays observent. Si la stratégie réussit, elle pourrait devenir un précédent et inspirer la révision des rapports entre Afrique et multinationales. Si elle échoue, elle sera utilisée comme argument contre toute tentative de régulation plus exigeante. Dans tous les cas, elle oblige l'Afrique de l'Ouest à réfléchir à sa place dans la chaîne de valeur mondiale. Dans cette trajectoire, le pays continue de bénéficier d'investissements réguliers, notamment dans la construction et les services. Les infrastructures s'améliorent à un rythme soutenu, la formation professionnelle gagne en ampleur et les entreprises s'habituent progressivement au nouveau cadre. Le Burkina Faso ne devient pas un miracle économique, mais un exemple de réforme pragmatique et tenace. Ici, l'effet d'entraînement est significatif. D'autres pays africains, notamment ceux riches en minerais, pétrole ou ressources agricoles stratégiques, adoptent des lois similaires. Le Burkina Faso devient un pionnier, un point de référence pour une nouvelle doctrine africaine de gestion des ressources. Dans cette hypothèse, le rapport de force mondiale se déplace légèrement en faveur du continent, qui exige davantage de responsabilité et de présence des entreprises étrangères. Une minorité de multinationales pourrait décider de quitter le pays, entraînant un ralentissement de certains secteurs. Les limites d'infrastructures, électricité, routes, logistique pourraient s'aggraver sous la pression de la demande croissante. Si les bénéfices de la réforme ne sont pas ressentis par une majorité de citoyens, des frustrations sociales pourraient émerger. C'est le scénario que certains détracteurs redoutent et utilisent comme argument contre la réforme. Les données disponibles suggèrent que l'évolution réelle se situera entre ces trois scénarios. Le succès dépendra de l'adaptabilité du pays, de son dialogue avec les entreprises et de sa capacité à équilibrer souveraineté et pragmatisme économique. La réforme burkinabé résonne différemment selon les expériences, mais elle suscite une réflexion commune. Pour les entrepreneurs et investisseurs, elle constitue un rappel. Les modèles d'exploitation offshore ou extraction sans responsabilité deviennent de moins en moins acceptables. Ils doivent désormais intégrer dans leur stratégie les réalités locales, les besoins des communautés et la pression croissante en faveur de pratiques responsables. Pour les observateurs internationaux, universitaires ou journalistes, cette réforme devient un cas d'école dans les débats sur la justice économique mondiale. Elle pose la question: comment équilibrer efficacité économique, souveraineté et équité dans un monde où les décisions sont souvent prises loin de ceux qui les subissent? Ainsi, l'histoire du Burkina Faso n'est pas seulement une histoire locale,
Elle interroge la manière dont la mondialisation devra évoluer dans les prochaines décennies. Pour transformer une réforme audacieuse en modèle durable, plusieurs leviers doivent être activés simultanément. D'abord, renforcer les infrastructures essentielles. Énergie stable, routes praticables, logements accessibles, réseaux numériques fonctionnels. Sans ces fondations, aucune implantation durable ne peut réussir, même pour les entreprises de bonne foi. Ensuite, développer la formation technique et professionnelle. Le Burkina Faso doit produire ses propres ingénieurs, techniciens, gestionnaires, enseignants spécialisés. Cela implique un investissement structuré dans les écoles, les universités, les centres de formation et les partenariats internationaux. Troisièmement, créer un climat économique équilibré, combinant souveraineté et attractivité. La loi impose un cadre fort, mais ce cadre doit rester lisible, stable et soutenu par des mécanismes d'incitation pour les entreprises qui s'engagent réellement dans le développement du pays. Enfin, renforcer la gouvernance publique. La rétention de capital n'a de sens que si les fonds sont bien gérés. Transparence, contrôle citoyen, audit régulier et responsabilité institutionnelle sont essentiels. Le pays doit éviter que la richesse nouvellement conservée ne soit captée par quelques élites au détriment du collectif. À Ouagadougou, les chantiers, les nouveaux bureaux et les routes en construction racontent une histoire qui dépasse l'économie. Ils racontent un pays qui refuse de se définir uniquement par ce qu'il fournit au monde, mais par ce qu'il veut devenir pour lui-même. Dans ce récit, Ibrahim Traoré n'est ni un mythe ni un symbole figé. Il est le visage d'un pari national, celui d'un pays qui décide de poser des questions longtemps évitées. Pourquoi les décisions concernant les ressources africaines devraient-elles continuer à être prises ailleurs? Pourquoi la valeur produite devrait-elle toujours s'en aller? Le sentiment qui domine est celui d'une renaissance lente mais réelle, une société qui commence à se voir comme actrice de son propre destin et non comme figurante dans une économie mondialisée qui la dépasse. Chaque pas, chaque projet, chaque emploi créé devient un élément de ce récit collectif. Arrivé à ce stade, le modèle burkinabé nous invite à réfléchir davantage qu'à conclure. Il met en lumière une question que beaucoup de nations ressources doivent se poser. Comment construire une relation plus équitable entre les territoires qui produisent la richesse et ceux qui la consomment ou la gouvernent? Sommes-nous prêts à encourager une économie mondiale fondée sur la responsabilité locale, la présence réelle et la redistribution? Ou préférons-nous maintenir un système plus rapide, plus lisse, mais souvent injuste? Le Burkina Faso, par sa réforme, ne prétend pas dicter une réponse universelle. Il ouvre une porte. Il propose une autre façon de configurer les rapports entre États et multinationales, entre travailleurs et investisseurs, entre communautés locales et centres de décision. Quelle forme de développement souhaitons-nous soutenir pour l'Afrique et pour le monde?